Il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. S'il y a un bus qui tombe au Pérou, on va dire les accidents de la route tuent de plus en plus, tout ça est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune lucidité. Tandis que Fauci, qui est le grand scientifique qui dirige la NIH, lui a dû devenir gâteux parce qu'il dit ça n'a pas d'importance. C'est ça qui est important. Les 10 000 morts de grippe n'ont pas d'importance parce que ça va s'arrêter au printemps et qu'on a des vaccins. Mais enfin, il y a 10 000 morts quand même depuis le début de l'année de grippe aux États-Unis versus 0 par le coronavirus. Donc le sens de la réalité a disparu. Et on a l'impression qu'on est plus dans un jeu vidéo comme Risque, si vous voulez, où les gens appuient sur un bouton à chaque fois qu'il y a un cas dans un pays, même s'il y a 1 milliard d'habitants, et psh, ça y est, c'est rouge. Ça y est, le virus envahit la Terre. Tout ça, c'est des bêtises. En pratique, encore une fois, il y a eu 5 morts dans le monde entier en dehors de la Chine. Et donc, si on regarde les 4 derniers mois de cette année, par rapport aux 4 derniers mois de l'année dernière, pour regarder les infections respiratoires d'origine virale, ben pour l'instant, il y en a moins cette année, à peu près 2 fois moins que ce qu'il y en avait l'année dernière. Pour la Chine, je pense que dans les statistiques, on ne verra pas la différence à la fin. Hein. Donc, il y a une surréactivité, une émotion. On a trouvé chez 65% des gens qui n'avaient pas de signes respiratoires. Donc à qui on disait au SAMU, c'est pas la peine de venir. 65% d'entre eux avaient des lésions au scanner. 30% des gens qui sont passés en réanimation et qui en sont sortis, qui maintenant, eux, c'est pas la deuxième vague d'infection, c'est la deuxième vague de la maladie. Ça y est, les séquelles de la maladie. Or, réellement, si vous voulez, si la maladie reste qu'elle est maintenant, je sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui tue pas, quoi. Enfin, honnêtement. Hein. Mais avec ça, vous vous rendez compte que vous alimentez tous ceux qui sont anti-vaccins ? Si, face à quelque chose qui est relativement mineur comme ça... Moi, je prédis pas l'avenir, hein, je fais pas ça. Et on voit que cet épisode-là est en train de se résoudre. Et qu'il n'y a nulle part de deuxième vague ou d'autres chameaux, c'est la courbe banale. Il y aura quelques cas sporadiques qui apparaîtront ici ou là. Donc je n'ai pas parlé ni de rebond, ni jamais prononcé le mot de deuxième vague, qui est un mot que je réserve à ceux qui l'utilisent, mais je ne l'ai jamais utilisé, sauf pour vous répondre. J'ai passé ma vie entière, à dire que je ne sais pas prédire l'avenir. Je n'ai jamais prédit l'avenir et j'ai passé mon temps à dire que les gens qui étaient assez fous pour prédire l'avenir d'une maladie inconnue n'étaient pas raisonnables. Certains parlent d'une seconde vague. Non, mais je ne sais pas d'où ça sortit, c'est encore une espèce de fantaisie, ça. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. Donc on peut penser ça, on peut penser le contraire. Moi, je ne veux pas avoir des opinions sur des choses. Vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague ? J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas. Donc je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. C'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. Moi, j'ai expliqué que c'est ce qui était maintenant recommandé par les autorités chinoises. Donc ça me paraît tout à fait raisonnable de transférer cette recommandation en France, puisque nous n'avons pas de traitement pour cette maladie et que les seuls qui l'expérimentent, c'est vous. Mais je n'ai jamais recommandé ce traitement parce que je n'ai pas le droit de recommander un traitement qui est ORAMM. Je ne peux pas le recommander. Je peux dire ce que je fais, donc, mais je ne peux pas le recommander. Et je ne l'ai jamais recommandé. Tous les gens qui meurent, à part ceux qui meurent de complications ultimes de LDA, qui meurent avec le corona, meurent avec le virus. Donc le fait de ne plus avoir le virus, ça change le pronostic. De fait, c'est ça les maladies infectieuses. Si vous n'avez plus le microbe, vous êtes sauvé. Et au fur et à mesure que les choses se dégradent, eh bien, il n'y a plus de corrélation entre le nombre de virus, ce que nous on appelle la charge virale, et la sévérité. Et au contraire, à la fin, il n'y a plus de virus. Dans les gens qui sont près de mourir ou qui sont en réanimation, il y a très peu ou plus de virus. Et quand ils arrivent à ce stade de forme grave, et en particulier ceux qui sont en réanimation, à la fin de la réanimation, ils n'ont pratiquement plus de virus. Et ce qu'ils ont, leur problème, c'est la réaction que nous avons, nous, contre le virus. La bataille contre le virus, c'est ce qui devient dangereux. Et à ce stade-là, les traitements sont des traitements qu'il faut mettre contre l'immunité. C'est là qu'intervient le tocilizumab.
C'est là qu'il intervient, mais c'est là que l'hydroxychloroquine revient aussi, parce que bien sûr c'est un modulateur de l'immunité. C'est important, il faut faire attention, quand il est trop tard, il est trop tard, c'est-à-dire au moment où les gens sont en réanimation, quand ils ont des syndromes de détresse respiratoire, quand on est obligé de les intuber, en réalité ça n'est plus l'heure des antiviraux. Contre ce que nous, on savait déjà, qu'on avait bien compris, c'est que la chloroquine et l'hydroxychloroquine ont un effet antiviral, et un effet aussi anti-inflammatoire. C'est la raison pour laquelle ils sont utilisés, qui fait que c'est probablement le seul groupe de médicaments qui peut jouer un rôle au début de la maladie et à la fin de la maladie, c'est-à-dire quand il y a des virus, et quand il n'y en a plus, il y a une réaction inflammatoire. Et c'est une très bonne nouvelle, qui n'est pas une grande surprise, parce que pour le SARS, la chloroquine avait été testée et marché, mais tout le monde a oublié ça. Vous n'imaginez pas que tous les gens qui partaient en Afrique à qui on donnait de la chloroquine, on leur faisait un électrocardiogramme. Faites attention, ne vous auto-prescrivez pas ça. En particulier, il faut qu'il y ait un médecin qui vous prescrive, il faut que vous ayez un électrocardiogramme, qu'on dose le potassium dans votre sang. Il ne faut pas improviser, ce sont quand même des médicaments, et donc il faut y faire attention. Qui donnent des résultats et qui ne présentent pas de risque, puisque c'est des médicaments les plus banals du monde. Vous êtes sûr de ça ? Non mais écoutez, vous rigolez. La chloroquine, l'hydroxychloroquine, c'est les médicaments les plus prescrits au monde après l'aspirine. Donc vous maintenez qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave avec la prise de chloroquine? Mais non, il n'y a pas. Pas de problème cardiaque, tous les médecins Non, écoutez. Ont souligné cela. Un des 2 médicaments les plus prescrits au monde et pu être considéré comme étant un truc qui tuait 10% des gens. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui ont réussi à essayer de faire croire et qui ont réussi à le faire croire à des gouvernements et à l'OMS qu'un médicament qui avait 70 ans, qui est un des 2 médicaments les plus prescrits de l'histoire de l'humanité, tuait 10% des gens à qui on le donnait. Nous, on donnait 600 mg par jour. On a publié ça, on a été les premiers à publier une posologie. Donc, en France, dans l'essai Discovery, ils ont dit nous, on va donner 400 mg. Voilà, 400 mg, c'est dangereux. Et eux, ils ont donné 2,4 grammes, c'est-à-dire 4 fois notre dose. D'accord ? Marquez sur ces trucs. Comment ils ont donné 4 fois leur dose? Ça, c'est un truc, 4 fois la dose, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas pourquoi. C'est arrivé à un point extrêmement. Et là non plus, ils n'ont pas de diagnostic. Donc ils incluent les gens, c'est le docteur pense qu'il a Covid-19. Qu'il ait un test ou pas, soit cliniquement, radiologiquement, il décide qu'il a Covid-19. Moi, je vais vous dire, si dans ce pays, il existe des journalistes d'investigation, moi je fais appel aux journalistes d'investigation, je voudrais bien savoir pourquoi les 2 essais comparatifs avec l'hydroxychloroquine faits dans ce pays, Discovery et l'essai qui a été fait à Angers, ont été arrêtés prématurément, tous les 2, alors que l'hydroxyne donnait des résultats supérieurs au placebo. La série de mortalité de patients hospitalisés, la plus basse au monde à ma connaissance. Et ils n'ont pas de l'IREA à l'IHU. Mais pour autant, il y avait un des médecins qui suit en post-IHU. Ils n'ont pas de lit de réanimation à l'IHU? Il n'y a pas de réanimation à l'IHU. Non. Et donc, ces gens qui étaient asymptomatiques... Et qui sont arrivés à l'hôpital trop tard? Chez les autres, ils sont arrivés trop tard. Chez nous, si on a moins de morts, c'est parce qu'ils sont arrivés très tôt. L'âge moyen des patients hospitalisés à Marseille, il est de 66 ans pour le contrôle du directeur général. Il est de 66 ans, donc il est un peu plus bas que l'âge moyen qu'on avait constaté. Et là, on parle des hospices, mais par contre, sur les diagnostics, l'âge moyen est carrément plus bas, et c'est pour 80% d'asymptomatiques. Bon, très bien. Merci beaucoup, messieurs, dames. Allez. ExpertScape, vous me rentrez le mot-clé. Pour les maladies infectieuses transmissibles, ça s'appelle Communicable Disease. OK. On appuie sur Show Expert, et Show Expert, vous savez qui c'est, qui est Show Expert, et donc je suis désolé, mais je suis le premier expert. C'est-à-dire qu'en tout cas, quels que soient les éléments que vous preniez, vous ne me trouverez jamais en dehors des 10 premiers.
vous le dis très solennellement et après avoir juré de dire la vérité, je n'ai jamais fraudé de ma vie. Pour l'instant, il y a une fille qui me traque, là, une chasseuse de tête, depuis que je suis célèbre, qui a réussi à trouver 5 erreurs sur 3500. Il y en a probablement beaucoup plus que ça. Les conflits d'intérêts, c'est un problème extrêmement complexe. Dans la création même de l'IHU, nous avions prévu, parmi les chapitres, de mettre en place une commission d'étude des conflits d'intérêts, pour réfléchir autour du conflit d'intérêts, de la manière dont on les évite. Et donc les SIGAP, ça c'est des sous, vous voyez, ça rapporte, les points SIGAP, ça rapporte 2 000 €. Vous voyez ce que ça rapporte? Pas mal. Le pauvre rapporte quand même beaucoup d'argent. Et cette fracture-là, c'est le passage à l'IHU. C'est-à-dire depuis que l'IHU a été créé, eh bien, on a augmenté de 60% la production scientifique, qui rapporte de l'argent, parce qu'en plus les SIGAP sont valorisés de plus en plus. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Et je vous assure que je suis un très bon méthodologiste. Et contrairement à ce que vous dites, et ça, alors là, je m'excuse, mais alors c'est une erreur radicale, moins il y a de gens quand c'est significatif, et plus c'est significatif. Et on s'y intéresse sur la littérature, je parle de la vraie science. Et que l'on compare les effets randomisés aux effets comparatifs historiques, les essais randomisés sont plutôt moins performants que les essais comparatifs historiques. Le Cochrane Library, ils sont spécialisés depuis peut-être 25 ans pour analyser toutes les publications et toutes les recommandations. D'accord ? Et comme maintenant, les recommandations depuis qu'a été développé quelque chose qui s'appelle la médecine basée sur les évidences, c'est de dire, écoutez, il faut avoir un essai ou 2 essais randomisés. Donc là-dessus, ils ont étudié, et eux, c'est les rois de cette analyse-là. Eux, ils ont analysé 250 méta-analyses, c'est-à-dire des analyses qui regroupaient plusieurs analyses, donc plus de 4000 analyses, pour regarder s'il y avait une différence de résultats et de qualité entre les études randomisées et les études observationnelles. Et la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de différence. D'accord ? Donc, le fait que les études randomisées soient l'alpha et l'oméga de la prise en charge thérapeutique, c'est juste pas vrai. Il y a 4 études randomisées, 3 qui disent que la chloroquine marche mieux que le placebo, et une qui dit que le placebo marche de manière équivalente à la chloroquine. La mortalité par tranche d'âge est un élément qui est important et qui doit amener à réfléchir sur les stratégies de prise en charge thérapeutique. Il y a 10% des gens en Europe qui sont morts qui avaient moins de 65 ans, et donc 90 qui avaient plus, et 50% qui avaient plus de 85 ans. Tous les pays développés ont eu des succès beaucoup moins importants que les pays pauvres, qui eux, assez raisonnablement, ont choisi de traiter ça comme une pneumonie avec des médicaments banals qui ne coûtaient rien. Regardez le nombre de morts ramenés à la population au Maroc, en Algérie, au Sénégal 300, en Algérie 1500, au Maroc autant. Vous regardez la population ramenée à ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Traitement précoce par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Croyez-moi, moi je ne fais pas de recommandation, je n'ai pas le droit de le faire, mais une autorité qui dit ça ne marche pas alors que les preuves commencent à s'accumuler. Les gens ils sont revenus pour savoir s'ils avaient ça. On ne va pas leur faire signer un papier leur disant qu'ils sont d'accord pour qu'on les teste pour savoir s'ils ont le virus. Vous voyez, donc on n'était pas, depuis le début, on n'est pas branchés sur la même longueur d'onde. Voilà. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne suis pas branché. Et donc je ne les voyais pas comme des sujets d'essai. On a proposé tout de suite un
une proposition d'essai thérapeutique qui imitait ce qui avait été fait en Chine, avec des posologies avec lesquelles on est familier d'hydroxychloroquine, et un essai thérapeutique qui a toujours été avec un seul bras, hein, donc qui a été validé par le CPP à l'époque. Le confinement, ça a été analysé en Italie, en Espagne, sur des milliers de tests de donneurs de sang. Hein. Le confinement n'a pas protégé les gens individuellement du risque d'infection. C'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas, pour des raisons professionnelles, à part les métiers de santé, qui n'étaient pas confinés, étaient plutôt moins positifs que les gens confinés. Vous allez comprendre qu'en réalité, ce n'est pas possible que ça passe par voie respiratoire. Ça passe par les mains. D'ailleurs, j'aurais souhaité, moi, que le Conseil de l'Ordre fasse un rappel à l'ordre aux confrères. Il ne faut pas insulter les confrères en public, comme ça, c'est interdit par le Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre devrait faire un rappel général. On ne fait pas ça, on ne menace pas les gens de mort, on ne les insulte pas sur les plateaux de télévision. Il ne faut pas faire ça. Je ne peux pas me retrouver à discuter avec des gens qui font une tribune en disant que je fraude et que je triche en mettant leur nom, et ensuite faire une discussion avec. Il y a une limite, ce n'est plus des discussions scientifiques. Il y en a d'autres qui ont porté plainte auprès de moi, auprès du Conseil de l'Ordre. Et vous comprendrez bien que ma limite, c'est une des limites à ma convivialité. Je n'aime pas qu'on m'insulte, je n'aime pas qu'on porte plainte contre moi et qu'après on me demande de débattre en toute sérénité. Je ne le fais pas. Je ne me trouve pas désagréable d'abord, je me trouve plutôt aimable en réalité. Il y a une cinglée là, qui fouille les 3500 publications que j'ai faites pour savoir si je ne me suis pas trompé. Tandis que Fauci, qui est le grand scientifique qui dirige la NIH, lui a dû devenir gâteux. C'est un symptôme qui est tellement comique que finalement, on dirait les pieds nickelés font de la science. Non, peut-être parce que je suis incapable de changer d'avis. Si la connaissance, des connaissances nouvelles m'amènent à changer d'avis, je change d'avis sans le moindre remords. Dans ce pays, on communique trop, on parle trop, tout le monde a trop d'avis sur trop de choses, et si vous voulez, il y a une relation qui est bien entendu évidente et que vous allez comprendre, c'est que plus on parle, plus il y a de chances qu'on se contredise le lendemain, et plus on parle, plus il y a de chances pour ce qu'on dit ne soit pas vérifié. Il n'y a aucune chance que l'obligation vaccinale y change quoi que ce soit. Il y a eu 20 cas de rougeole. Vous savez pourquoi ? C'est pas ce que disent vos collègues de l'INSEE. Non, mais vous savez pourquoi ? Oui. Parce que sur les 20, il y en a 14 qui vivaient dans des camps de gens du voyage et aucune vaccination. Oui. Enfin, donc ces rougeoles-là, vous ne croyez pas que vous allez les arrêter ? Enfin, c'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Si on augmente la couverture vaccinale, on diminue les risques. Non, mais vous savez, la couverture vaccinale sur la rougeole, la primo-vaccination, elle fait plus de 90%. Elle est insuffisante et c'est pour ça qu'il y a des résurgences mortelles, dit l'INSERM. Si on regarde cette liste, on voit qu'il ne s'est pas inventé de vaccin nouveau depuis plus de 20 ans, qui soit utilisable, sauf celui de la dengue. Un récent, qui est le vaccin contre le méningocoque B, qui marche relativement. C'est les seules choses qui soient nouvelles avec le papillomavirus, qui commence à avoir quelques années quand même. Maintenant, les vaccins qui sont actuellement disponibles, ils mettent le vaccin contre le paludisme et contre l'hépatite E. Je ne sais pas qui c'est qui peut acheter un vaccin contre le paludisme ou l'hépatite E. Ça n'existe pas. Il ne s'est pas inventé de vaccin nouveau depuis plus de 20 ans. En tout cas, lui-même, le papa, il avait un papa et une maman, puis il y avait un papa et une maman, et donc vous voyez qu'un arbre, c'est divergent. Si vous cherchez vos ancêtres, c'est divergent. Alors il y aura des regroupements, vous allez voir, lui, en réalité, de temps en temps, ils sont mariés entre cousins ou entre cousins éloignés, mais c'est divergent. Et donc l'idée de Darwin est un arbre complètement à l'envers, qui part d'une origine unique, le last common ancestor, qui diverge. Et ça, c'est la Bible. C'est Adam et Ève. C'est la Bible. C'est Adam, on lui prend une côte, ça fait Ève, après ils ovulent, ils font des petits, et puis ça fait le monde. Et c'est pas vrai. C'est une légende intéressante. Mais si vous allez chez les Chinois ou chez les Indiens, ils pensent complètement différemment. Donc c'est une théorie judéo-chrétienne. Didier Raoult, pourquoi avez-vous dit, il est vraisemblable, parce que ça m'a surpris quand même, il est vraisemblable qu'une partie de l'activité humaine ait aidé à générer le réchauffement du climat, mais je suis sceptique. Et le futur est imprévisible. Vous êtes sceptique ? Bien sûr, je suis même sidéré, mais je suis sidéré que ce soit devenu une insulte d'être sceptique. Enfin, c'est la preuve qu'on vit dans un monde de fous. Mais